Je vais vous présenter, vous introduire avec mes camarades le centre d'expertise TEIA Santé et son évolution récente. Donc voilà, nos trois noms sont ici. Pour jusqu'à présent, on a eu la déclinaison un peu institutionnelle dans laquelle on vient imbriquer nos travaux. On a eu une analyse rétrospective assez émouvante sur l'histoire un peu des hommes et des femmes qui font de la santé à la maison la télédétection. Donc on est à peu près situé dans l'espace, dans le temps. Donc on va maintenant revenir au quotidien un petit peu de nos travaux de recherche avec une proposition de définition pour le groupe d'expertise thématique, comme l'a bien introduit Anne, et avec une forte composante applicative santé, qui est donc ce groupe TEIA Santé. Donc une proposition, c'est de le définir comme des techniques d'observation de la Terre qui sont mises à contribution pour la détection, le suivi, la modélisation de manière dynamique, donc temps et espace, de certaines variables environnementales. Toute la difficulté, il faut qu'il y ait un lien avec une composante observable. Donc on parle de la notion de proxy, on est toujours dans de l'indirect, donc il faut garder quand même un lien de causalité, et qui sont associés à l'une des composantes du risque affectant l'état de santé. Donc vous voyez qu'il y a déjà une bascule un peu sémantique, on est passé du risque maladie infectieuse, donc orienté sur la transmission de pathogènes, à l'état de santé, selon la définition classique de l'OMS, donc un état plus large, en fait, dans lequel on va venir introduire nos travaux. Donc vous voyez qu'il y a un portail, une thématique santé qui est présente déjà sur le portail TEIA depuis un moment. Et donc il y a déjà un certain nombre de partenaires académiques, donc on est vraiment dans l'intersectorialité et opérationnelle avec les instituts de démoustication, les agences régionales de santé, les sociétés privées qui vont venir aussi prendre le relais sur la dimension applicative des produits que nous proposons, et avec un fort tropisme sud qui est dû aussi à la nature des instituts qui sont présents, le CIRAD, l'IRD en particulier. Donc là vous avez un aperçu de l'ensemble de ces partenaires. À retenir la liste de diffusion TEIA Santé sur laquelle nous communiquons, et sa déclinaison qui concerne juste les trois personnes ici, si vous voulez nous écrire pour proposer des animations ou poser des questions sur le groupe TEIA Santé. Donc, TEIA Santé, c'est un ensemble, comme l'a bien expliqué Anne dans l'introduction de TEIA, de produits, données, applications, algorithmes, chaînes de traitement qui sont mises à disposition de la communauté, produites par la communauté de chercheurs, envie de aussi proposer des formations aux outils, des échanges et des présentations scientifiques comme la journée d'aujourd'hui. Donc là, vous en avez un exemple avec un petit intrus, mais qui est très utile pour nous aussi, qui est le calcul de monnaie numérique de terrain de formateurs. Donc cet aperçu-là, tout ça, vous l'avez sur le site internet de TEIA. Et avec, en point fort structurant d'animation, les ateliers, on espère, annuels. Donc le dernier est en novembre 2022, le suivant est aujourd'hui, et des présentations scientifiques à un rythme qui est bimestriel, avec la première qui était celle d'Éric Daudet, de l'UMRID, sur les images satellites pour détecter les gîtes de ponte pour les moustiques. Donc l'une des applications, ces fameux proxys, pour essayer d'aller décrire une des composantes, documenter une des composantes du risque associé à la transmission, dans ce cas-là. Donc en novembre 2022, nous sommes quittés plutôt en bon terme. Je pense que tout le monde était content. Voilà un ensemble de présentations qu'il y avait eu à l'époque. Donc c'est toujours bien de voir l'évolution, les tendances un petit peu. Il y avait une forte prévalence de travaux sur le paludisme. On voit aussi qu'ils sont distribués sur l'ensemble du globe. Les pays du Sud sont bien représentés, avec là aussi des propositions méthodologiques. Nos collègues italiens avaient proposé aussi un travail sur le modèle de niche écologique appliqué à Culex Pipens avec des méthodes d'analyse de réseau profond. La présentation du dispositif d'accès à l'imagerie très haute résolution de Jean-François. Voilà. Et puis Albert Godal qui était venu aussi, le directeur général de la santé à l'époque, et qui est revenu, mais qui va repartir à la retraite, on va voir, pour lui. Également, c'était l'occasion en 2022 de faire le point sur un projet structurant qui était le Tosca Anisette, qui avait permis de faire un ensemble de formations sur toutes les chaînes méthodologiques que vous voyez ici, Herbocarto, Phototex, les cartes asymétriques, Saint-Touchain et Saint-Extract, donc des propositions en lien avec la philosophie de TEIA, c'est-à-dire promouvoir l'utilisation des données d'observation de la Terre
pour documenter ces variables environnementales dans des contextes de santé, et ce fameux ouvrage qui est au modique prix de 0 € sur sa version numérique. Donc n'hésitez pas, il n'est pas cher. Donc là, on va vous présenter les travaux récents contributifs à TIA Santé. Donc c'est un tropisme un peu MTD dans ce cas-là, avec les contributions notamment d'Espace Dev et de Tétis. Je ne sais pas si vous voulez prendre la main. Donc oui, j'enchaîne et après je vous donne la main. Donc en guise de rappel, quelques produits phares qui étaient donc le produit Phototex, qui est un algorithme qui va permettre de produire une information texturale qu'on estime associée à une certaine typologie de tissu urbain, qui va avoir un enjeu important, notamment pour associer typologie de quartier, typologie de gîte larvaire, et un outil de modélisation dynamique de population de moustiques à EDES, qui est Arbocarto, sur lequel il y avait donc une formation il y a 2 ans, et sur laquelle il y aura une formation cette année dans sa version Arbocarto R, qui permet de coupler en plus un modèle épidémiologique, comme nous l'introduira Pashka demain. Ça sur Phototex, peut-être il y a plus d'experts que moi. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot. Oui, cette diapo très rapidement, c'est pour présenter les travaux de la thèse de Claire Théier, qui est dans l'UMR Espace Dev et qui est une thèse cofinancée par le CNES et par la région Occitanie. Claire est dans la salle, donc si vous avez plein de questions, c'est elle qu'il faut aller voir. Moi, je suis juste un porte-parole qui va très rapidement résumer. Et en fait, cette thèse, elle s'intéresse à l'analyse par télédétection des relations entre les paysages urbains et le risque d'exposition à Aedes. Et l'intérêt de la thèse, c'était de travailler sur 2 sites très différents, l'île de Cayenne en Guyane française et la métropole de Montpellier, pour essayer de réfléchir à des analyses paysagères sur de la très haute résolution spatiale Pléiade, couplées à des informations sur des gîtes larvaires, pour se servir de proxy issus de la télédétection comme prédicteur de gîtes larvaires, et ensuite potentiellement comme prédicteur dans des modèles Arbocarto de densité de moustiques. Et l'idée, c'était de calibrer et de mettre en place une méthode, en tout cas un modèle sur l'île de Cayenne, dans laquelle on a une situation épidémique qui est très connue, avec un moustique Aedes aegypti qui est implanté, qui est responsable d'épidémie, et réfléchir à son transfert sur la métropole de Montpellier, dans une zone où on a un moustique Albopictus qui est potentiellement transmetteur, sans encore avoir d'épidémie, mais pour lesquels il y a des questions de santé publique qui se posent en lien avec la dengue notamment. Et donc on a ce travail qui est fait en collaboration avec des services de lutte, avec des gens qui sont responsables de la démoustication. Donc en Guyane, c'est la collectivité territoriale de Guyane. À Montpellier, c'est l'entente interdépartementale de démoustication avec qui on collabore. Donc c'est un projet de recherche à la base dans le cadre d'une thèse, mais qui en fait est un bon cadre collaborationnel avec des instituts très différents et avec des gens qui ont des compétences et des expertises assez complémentaires. Donc c'est vraiment un travail qui est assez intéressant. Ah oui, toujours dans la même veine, c'est la même application, ça c'est des résultats sur Montpellier, c'est le travail de stage de Master 2 d'Héloïse Potier, qui est en Master 2 Éco-Épi à l'Université de Montpellier, et qui s'est posé le même type de questions, c'est-à-dire d'essayer de faire des relations entre des variables environnementales urbaines et des distributions de gîtes larvaires positifs dans la métropole de Montpellier, en utilisant des données qui nous ont été fournies par l'EID. Il y a Alexandre Kerr et Stella Ndike qui sont là dans la salle aujourd'hui, donc si vous souhaitez discuter, n'hésitez pas. Et voilà, c'est des choses intéressantes parce que on n'a pas souvent l'occasion de collaborer vraiment dans des projets de recherche avec les ententes de démoustication notamment, donc c'est vrai que c'était pour nous une chance d'avoir accès à ces données et de pouvoir essayer de les valoriser dans des approches qu'on mène dans les cadres des projets de recherche, c'était pour nous très intéressant. Toujours dans la continuité sur Arbocarto. Donc il y a eu en 2023 pas mal de formations utilisateurs. Donc en Guyane, une mission conjointe Espace Dev et Tétis, une formation Arbocarto R à Paris avec des partenaires européens du projet Mood, et puis des formations dans l'océan Indien, à Mayotte et à la Réunion. Donc dans les suites développement d'Arbocarto, on en a déjà parlé, mais du coup il y a la plateforme en ligne et puis l'ajout de la mobilité humaine dans le modèle qui a été effectué dans le cadre du post-doctorat de Pashka, dans le cadre du projet Mood, on en reparlera. Et puis cette année, donc il soutient ce matin, c'est ça ? Il a soutenu le stage de Mampi sur la modélisation de l'impact du changement climatique sur le risque vectoriel. Eh ben oui. Donc s'il y a des questions, Mampi est soulagé, il pourra vous répondre. Il a survécu à la soutenance apparemment. Donc voilà, la modélisation de l'impact du changement climatique sur le risque vectoriel lié à la dengue dans l'océan Indien, en commençant par la Réunion, avec donc en utilisant en entrée du modèle Arbocarto des projections de température et de pluviométrie future.
Voilà, je vais te repasser la parole. Profitez-en, après je me tairai. Juste petite slide pour présenter un projet qu'on a en ce moment qui s'appelle Matisse, qui est un projet Tosca financé par le CNES sur une méthode automatique de télédétection des habitats informels et qui est en fait porté par Nadine Dessé et Laurent de Magistri. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle encore, je les ai vus tout à l'heure, non, ils ne sont plus là. Voilà, et qui en fait est centré sur l'étude des favelas au Brésil notamment, parce que l'idée c'est de mettre à profit la télédétection pour améliorer la qualité de détection des favelas au Brésil, qui est en fait une thématique vraiment très prégnante dans les territoires brésiliens, notamment en lien avec des thématiques de santé. Parce que malgré ce qu'on croit, la connaissance sur la distribution spatiale des favelas n'est pas très claire. Il y a un institut équivalent de l'INSEE au Brésil qui a des contours de favelas, mais qui sont très peu précis, parce que les favelas sont très dynamiques, donc on a du mal à avoir des connaissances à jour sur où sont les favelas et sur quelle surface elles s'étendent. Donc l'idée, c'était de collaborer avec nous en télédétection et des approches diverses et variées, entre des approches multivariables et des approches de deep learning, donc entre le CDD de Youssef Fouzé et les stages de Master 2 de Mariem Kébé et de Thomas Lopo, d'intégrer pas mal de variables issues de la très haute résolution spatiale, issues également de l'information thermique en collaboration avec l'ONERA, pour essayer de caractériser un peu ces profils de favelas, améliorer les connaissances sur les favelas et surtout fournir des nouveaux indicateurs sur les favelas, sur leur dynamique en lien avec la progression des maladies, les transmissions de maladies et des expositions de population dans les favelas. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, financé par le CNES. Et si vous avez des questions, Nadine et Laurent sont dans le bâtiment, il ne faut pas hésiter, on peut les solliciter pour répondre à vos questions. Je reprends la main une seconde. Donc là, on est sur des... Donc vous avez vu en haut, il y a des petits titres qui bougent pour dire qu'il y a différentes thématiques. Là, on est sur l'apport de nouveaux capteurs, donc de nouvelles méthodes d'observation. Et on teste une donnée qui nous semble très prometteuse aussi, qui est la donnée LIDAR HD mise à disposition de manière ouverte. Et qui permet d'avoir des informations cette fois sur la verticalité des objets observés, notamment des objets urbains. Là, on s'intéresse à la végétation et au rôle que peut jouer la végétation sur les gîtes de repos des moustiques Aedes albopictus. Et on s'appuie sur un gros travail de terrain, de protocole terrain qui a été mis en place dans le cadre du projet Restalboc par l'acteur de démoustication Albopictus et l'UMR Mivegec de l'IRD. Où des personnes se sont elles-mêmes exposées avec des méthodes de capture sur homme et d'aspiration des espaces végétalisés pour essayer de voir la densité de moustiques et des analyses pour savoir s'il s'agit de mâles, de femelles, dans quel stade elles sont. Et nous, on vient juste documenter cette végétation en apportant une métrique supplémentaire, donc des métriques paysagères, en partie qui vont pouvoir permettre d'essayer de discriminer, voir s'il y a cette qualité de gîte de repos, on peut aussi l'apprécier par des méthodes d'observation de la Terre, et également avec comme perspective d'essayer de décrire ces végétations à travers un indice de surface foliaire qu'on estime bien connecté à l'aspect microclimatique, donc qui va jouer un rôle de régulation de température pour le moustique. Donc ça, c'est le travail d'Hugo Cornille, qui est également aussi présent dans la salle, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions. Donc il est en cours de stage. Et je te repasse la main. Je me mets dans le champ, voilà. J'ai compris comment ça marchait. Notre petit exemple de travaux qu'on fait à Espace Dev, c'est des travaux de stage d'Amanda Esparan et d'Anissa Desmoulins de l'an dernier et qui se poursuivent cette année sur la recherche de variables environnementales influençant l'épidémiologie de la fièvre Q en Guyane. Alors ce projet, il a été initié par le monsieur que vous voyez sur la photo là, qui s'appelle Loïc Epelboin, qui est du centre hospitalier de Cayenne, qui en fait avait une base de données de cas de fièvre Q en Guyane et qui était très intéressé pour essayer d'étudier le rôle de l'environnement dans la distribution de ces cas et qui nous a demandé si on pouvait apporter la contribution information spatiale à ce projet. Et donc on a eu des stagiaires qui ont travaillé sur ce projet, sur la spatialisation des cas et sur l'étude de relations entre ces cas et les variables environnementales sur l'île de Cayenne. Donc c'est des travaux en cours qui sont encore très préliminaires en termes de résultats, qui ont déjà été valorisés dans un poster sur les journées nationales d'infectiologie à Deauville. Et voilà, c'est des choses qui progressent. Comme vous voyez, il y a beaucoup de chantiers en Amérique du Sud et notamment sur la Guyane parce qu'il y a pas mal de thématiques de santé et de problèmes de santé publique qui se posent sur ces territoires-là. Donc voilà, beaucoup de données disponibles, beaucoup d'acteurs intéressés pour des collaborations dans les programmes de recherche et opérationnels. Donc on a l'opportunité de travailler sur pas mal de thématiques différentes en regroupant pas mal d'expertises différentes sur la Guyane. Depuis très longtemps, puisqu'Anne-Lise travaillait déjà sur la Guyane il y a fort longtemps. Voilà, alors d'autres travaux récents.
Parce que après tous ces travaux plutôt télédétection en Guyane et à mon arrivée à Montpellier, je suis arrivée à la conclusion que la télédétection ne suffit pas. Il faut faire aussi de la modélisation pour intégrer ces indicateurs dérivés des images de télédétection pour arriver à des choses qui soient utiles en santé. Donc là, je vais plutôt vous parler de modélisation de la mobilité animale en lien avec le risque d'avoir des maladies animales et zoonotiques. Donc les travaux de thèse de Florent, je ne sais plus s'il est encore connecté, il est maintenant en postdoc en Suède, mais voilà, durant sa thèse, il a développé un modèle de mobilité animale qui permet de simuler les contacts potentiellement infectieux entre les buffles et les vaches à la périphérie d'aires protégées au Zimbabwe. Donc voilà, donc les petits dans l'animation, les petits points qui bougent, c'est d'un côté côté parc en orange, c'est les buffles, côté zone communale en violet, c'est les vaches, et on voit qu'il y a de temps en temps des contacts, et ces contacts en fait ils dépendent des zones en eau qui sont assez dynamiques et de l'occupation du sol, et ce type de modèle qui intègre en entrée des données télédétection va permettre d'avoir des informations sur ces contacts et aussi de pouvoir simuler des scénarios de changement climatique ou changement d'occupation du sol ou changement de pratique des éleveurs et des personnes sur place. Voilà, et puis un autre type de modèle qui avait été présenté l'année dernière par Larissa, c'est la modélisation spatiale des déplacements des chauves-souris. Par exemple, Ictignatus monstrosus en Guinée forestière par rapport au risque de transmission du virus Ebola, donc des travaux préliminaires, mais aussi qui permettent d'explorer justement ces mobilités animales d'espèces potentiellement réservoirs au sein d'un paysage, des paysages qui changent, et du coup pouvoir étudier à travers ça le risque d'émergence de maladies. Je ne sais pas qui doit parler pour la suivante. Je pense que c'est toi. Et du coup, pour montrer qu'il n'y a pas que des moustiques dans la vie et qu'on s'intéresse aussi à d'autres aspects de la santé, vous avez prévenu, on essaie de s'ouvrir. Donc on a des travaux en santé des forêts avec le stage de Pauline Colombet qui est présente ici dans la salle. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions. On s'intéresse ici aux dégâts causés par le typographe, donc un petit scolite là, qui ne paye pas de mine mais qui quand même a ravagé la plupart des grandes forêts de l'Est, côté français, Belgique, Slovénie, Autriche. Donc il fait beaucoup de dégâts, il est difficile à détecter dans ses premières phases. Et donc on s'intéresse dans ce travail-là à un modèle existant de phénologie. Donc c'est-à-dire que des chercheurs ont déjà proposé un modèle et ont documenté ces grandes dates d'émergence, de développement larvaire, de réémergence après pour les stades adultes, des stades filles, des stades sœurs. Donc on s'appuie sur ce code-là que Pauline a recodé pour faire RITIPI. Donc c'était Pi pour Python. Et il prend en entrée donc la température de l'air journalière, la durée du jour. Produit, on s'est intéressé au modèle prédictif de Météo France à Rome, qui lui aussi, comme l'IGN, fait aussi la démarche des données ouvertes. Et donc on peut les saluer parce que c'est très très utile pour nos travaux, toutes ces données de météo, de données géographiques. Et l'idée de venir comparer à une chaîne de traitement existante ici à la Maison de la Télédétection qui permet de venir détecter une anomalie dans le contenu en eau de la végétation qu'on estime corrélée à la présence de l'attaque du typographe. Donc le code RITIPI va permettre de produire un certain nombre de variables phénologiques mais qu'on estime d'intérêt sylvosanitaire pour les opérateurs type ONF ou tous les gestionnaires privés de la filière bois. Et on pourra aussi essayer de mieux expliquer les anomalies par télédétection avec ce modèle en cohérence avec la chaîne de traitement de série temporelle, Machete-Elite Fordet. Donc voilà pour cette dernière ouverture, et il ne reste pas des moindres. Maintenant, les systèmes de santé, donc ça peut-être je vais te laisser. Ouais. Alors, je vais tenter de résumer le sujet de thèse de Badja Boudoua, mais elle est aussi dans la salle et vous pourrez lui poser toutes les questions, et demain elle présentera l'outil de PaduWeb. Donc en fait,
historiquement, dans le cadre du CES Santé, des activités, on s'est beaucoup intéressé entre les liens entre ce qu'on voit dans les images et le risque de maladie pour obtenir finalement des cartes de risque de maladie. Mais il y a d'autres approches en santé qui consistent en fait, donc j'ai parlé de Mathieu et Maglone qui avaient rejoint aussi la MTD, qui ont développé d'autres approches information spatiale et santé basées sur la fouille de texte. En fait, eux, ils s'intéressent au développement de systèmes de surveillance épidémiologique basés sur les événements, en moissonnant tous les articles qui sortent sur Internet, mettant en place des algorithmes qui permettent de détecter des mots-clés particuliers aux maladies pour être plus réactifs dans la détection des événements de santé. Donc, par exemple, PaDiWeb. Et alors, par contre, qui a le... Ouais. Voilà. Mais par contre... pour l'instant, ces systèmes de surveillance prennent peu en compte le contexte environnemental qui pourrait être fourni par les approches qu'on développe par ailleurs de cartographie des risques. Et donc la thèse de Badja, elle consiste à combiner des informations sanitaires et environnementales dans les systèmes de veille épidémiologique pour rendre ces systèmes de veille plus performants en croisant en fait, les données environnementales, les informations sanitaires et puis en donnant un poids particulièrement plus fort sur les informations qui arrivent dans des zones à risque. Et dernier slide, je crois, hein, c'est une application particulière qu'on voulait mettre en avant. Les travaux de stage de Master 2 de Manon Basse au Cambodge dans le cadre du laboratoire d'observation de la Terre KEOPS. Pardon, j'arrive pas à me mettre au bon endroit. Si vous avez des questions sur KEOPS, Vincent, qui est co-porteur de KEOPS, est là, donc n'hésitez pas à solliciter Vincent, il pourra vous donner plus d'infos, il en parlera tout à l'heure probablement dans sa présentation. Donc les travaux de Manon, c'est sur la modélisation de l'accessibilité géographique aux structures de santé au Cambodge. Et donc elle travaille sur le fait que les aires de chalandise représentent des zones d'influence pour les structures de santé, et l'idée c'est de réfléchir à l'accessibilité à ces structures de santé avec l'idée de cartographier les structures qui sont accessibles en moins de 2 heures de voyage en voiture. Et voilà, travailler sur cette thématique d'accessibilité aux soins, c'est quelque chose qui est assez important et qu'on peut aussi faire avec des données spatialisées. Donc c'est une application particulière au Cambodge qui donne un peu une idée de l'éventail des choses qu'on peut faire en observation de la Terre. Je ne rentre pas trop dans le détail, je n'ai pas forcément beaucoup d'éléments sur le stage de Manon, mais Vincent et Florian qui sont là ont sûrement plus d'éléments si vous avez des questions. Alors on y est presque, merci de votre patience aussi. Donc comme vous l'avez vu, on a balayé beaucoup de thématiques, donc en lien avec la santé. Il y a l'épidémiologie, alors avant tout l'épidémiologie humaine, animale, et une ouverture à l'épidémiologie végétale, enfin, à travers la notion de vecteur et de ravageur. Vous avez vu qu'on a balayé beaucoup de sites dans le monde en général. Il y a un petit recentrage par rapport à l'année dernière un peu sur... alors je ne sais pas si il y a la conjoncture, je ne sais pas, mais en tout cas il y a plus de travaux présents en métropole ou en Europe. Donc ça donne un aperçu intéressant des travaux et assez représentatif, je pense, de ce qui se fait en santé au niveau de la maison de la télédétection. Et peut-être aussi en guise de synthèse, peut-être montrer l'intérêt effectivement non démenti des données d'observation de la Terre, mais depuis donc leurs premières utilisations, comme l'a montré Annelise tout à l'heure. Mais aussi l'importance, si on veut vraiment en tirer tout le potentiel, de le coupler à des méthodes de modélisation, parce qu'en elles-mêmes, elles seront toujours insuffisantes, elles seront toujours des proxys obtenus à plus de 700 km de distance de phénomènes dont on n'a qu'une petite partie et un petit aperçu. Donc voilà, et vous allez voir après les autres présentations avec un peu plus de temps dédié après celle-ci, et qui mettront l'accent sur d'autres aspects complémentaires qu'on n'a peut-être pas forcément abordés ici, notamment la présence aussi d'études sur des maladies chroniques. Là, on était vraiment beaucoup dans l'infectieux, avec les travaux sur Jessica. Non, c'est ça, dans les Antilles, quoi. Merci beaucoup pour votre attention.